Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce e-débat au Conseil national des barreaux, mais à distance pour respecter la situation actuelle qui nous préoccupe tous, mais qui nous permet aussi les uns les autres de faire preuve d'imagination, de réactivité et j'ose le dire parfois d'optimisme, parce que quand on se projette sur l'avenir, quand on cherche des solutions, eh bien, la nature humaine fait que nous revivons, nous revivifions et nous devenons optimistes. Voilà, je crois beaucoup que ce type de discussion, ce type de rencontre peut nous permettre de voir un peu plus loin et nous sortir de notre quotidien qui est depuis un an maintenant assez morose. Et donc, je vous remercie d'être fidèles à nos e-débats et qui nous permettent donc de continuer à porter la voix des avocats, même en digital. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plaisir, je le dis à titre personnel aussi, de recevoir le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, M. François Asselin. Je vous remercie d'être avec nous ce matin pour aborder la question de la protection de la compétitivité des entreprises. Vaste sujet. Une petite observation ici, les avocats sont au service des entreprises, mais ce sont aussi, bien souvent, nous l'avons évoqué quand nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours, ce sont aussi des entrepreneurs et bien souvent, ce sont des belles PME et TPME qui méritent aussi toute l'attention de ce que vous représentez, Monsieur le Président Asselin. Les entreprises françaises, les cabinets, mais je vais sortir des cabinets, m'adresser à vous comme président de la CPME, les entreprises françaises, nous le savons, et vous y avez beaucoup travaillé, ont été durement touchées par la crise sanitaire, avec un recul historique de l'activité pendant le premier confinement. Et c'est intéressant de regarder les chiffres, et y compris l'enquête que vous avez lancée à la CPME, qui montre que 73% des sociétés déclarent une baisse de leurs ventes supérieure à 10% pour le premier confinement et 35% une baisse supérieure à 50% durant cette période, y compris d'ailleurs les TPME, les TPE et les PME. Et votre enquête du 25 janvier, Monsieur le Président Asselin, montre que 2/3 des entreprises ont subi une perte de chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2019. Donc, nous sommes dans une situation, les entreprises, et particulièrement les PME, sont manifestement dans une situation d'incertitude, de soucis et d'inquiétude pour le futur. On constate aussi, mais on le ressent chez les avocats, je pense, mais vous allez le décrire, que vous le ressentez aussi dans les entreprises adhérentes et les PME, qu'il y a une crainte pour l'avenir, parce que même si les aides ont permis jusqu'à présent d'avancer, de se stabiliser, on voit bien que la sortie de crise va être difficile, que le moment, quand il viendra, du remboursement des prêts garantis par l'État va être des questions qui vont se poser. J'ai cru comprendre, mais vous nous en direz deux mots, que sur l'année 2020, il y a eu une baisse significative des dépôts de bilan, ce qui augure manifestement pas forcément une meilleure activité économique ou un dynamisme économique, mais surtout une latence dans la prise d'un certain nombre de décisions. Et donc, nous le voyons, nous le savons, et nous en sommes conscients ici au Conseil national des barreaux, plus que jamais, la compétitivité est une question de survie pour les entreprises. Que va devenir effectivement le plan de 100 milliards d'euros, dont 40 milliards destinés directement aux TPE et PME, qui est lancé par le gouvernement. Lorsqu'on regarde votre enquête, on constate que seuls 21% des dirigeants de TPE-PME se sentent concernés par ce plan de relance et 10% connaissent les modalités. 3% des entreprises ont déjà répondu à un appel à projet ou à l'intention de le faire prochainement. J'ai envie de dire seulement 3% des entreprises. Donc c'est un vrai enjeu, la question de la compétitivité, au plan national, à court terme, à moyen terme et à long terme, et c'est aussi sur le plan international, parce que la compétitivité des entreprises françaises à l'international contribue au rayonnement de la France. Et je crois que c'est important que nous puissions évoquer ces questions-là et savoir comment nous pouvons protéger les entreprises françaises. Vous allez nous exposer tout cela. De notre côté, ce que nous souhaitons dire, c'est que
nous sommes conscients, nous, la profession d'avocat, que nous pouvons aider les entreprises, nous pouvons avoir des idées sur la façon dont il faut desserrer les taux sur chacun de ces acteurs économiques, tant sur le plan du marché national et sur le plan du marché international. Nous, les juristes, nous sommes des pragmatiques, c'est-à-dire nous aimons la loi, mais nous sommes confrontés, nous le savons, à une inflation législative et nous sommes convaincus qu'en matière économique, ce n'est pas la loi ou la norme ou la règle qui va permettre aux entreprises de se développer, d'avoir une meilleure compétitivité. La loi doit encadrer tout cela, la loi doit protéger les entreprises, les entrepreneurs, mais la loi n'est pas une fin en soi et ce n'est pas dans la régulation ou dans la loi que nous pouvons trouver des solutions à la compétitivité des entreprises. Je dis ça parce que j'évoque un débat sur lequel peut-être nous reviendrons ou que vous reviendrez dans le cours des discussions sur effectivement la place de l'avocat dans l'entreprise, l'avocat salarié dans l'entreprise qui serait une solution au développement de l'activité des entreprises, ce qui n'est absolument pas établi alors que manifestement, notamment à l'international, la question des lois de blocage peuvent intéresser les entreprises et donc un droit protecteur, un droit dynamique, un droit qui s'adapte à l'évolution économique des entreprises, c'est souvent mieux qu'un droit qui veut contraindre, qui veut régimenter effectivement l'activité économique. Voilà de quoi nous pourrions parler aujourd'hui. Nous avons du temps pour le faire et je suis toujours, comme d'habitude, je suis toujours trop long. Je voudrais remercier Marion Couffignal qui est membre du Conseil national des barreaux et présidente de la commission droit et entreprise du Conseil national des barreaux, et Farid Hamel, qui est président de la commission communication qui anime ce débat. Je le dis tout de suite parce que j'ai peur de le dire en fin de débat. Je voudrais remercier aussi les équipes du Conseil national des barreaux qui se sont mobilisées sur cet événement qui est une première pour la mandature qui débute 2021. Je vous remercie encore, Monsieur le Président François Asselin, d'avoir accepté très rapidement de participer à nos travaux. Je crois que c'est un signe, comme je l'ai dit, de dynamisme, de rapprochement avec votre institution, et puis j'ai envie de dire de confiance et j'espère d'amitié qui se lie. Et je passe la parole à Farid Hamel, vous remerciant tous de votre participation et de l'attention que vous allez porter à ce débat et des questions que vous allez les uns et les autres poser. Merci, Monsieur le Président, cher Jérôme. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le Président Asselin. Bonjour, Marion. Donc, on va tout de suite attaquer par une question qui est plutôt destinée à Monsieur Asselin, puisque c'est marqué question à Monsieur Asselin. Monsieur le Président, la résistance des entreprises de moyenne taille est actuellement affectée d'une part par les charges salariales, d'autre part par les mesures de restriction liées au Covid. Quel champ d'investigation pourrait être développé pour améliorer la compétitivité des entreprises, sachant notamment, excusez-moi, c'est les aléas du direct et de l'apprentissage, mais j'ai perdu la question. Mais déjà, je crois que je vous en ai dit pas mal. Oui, la question était déjà bien introduite, si je puis dire. Donc, bonjour. Bonjour, excusez-moi pour cet apprentissage difficile. La fin de la question, c'est sachant que l'abaissement des charges ne semble envisagé dans aucun programme politique. Une mutualisation des moyens, c'est une question, un repositionnement des entreprises vers une dématérialisation accrue. Merci. Bonjour Marion, merci Farid. Alors d'abord, je suis très heureux de participer à ce e-débat. J'aurai un impératif qui est à midi, parce qu'à midi, je dois me connecter sur une autre plateforme. Mais toujours est-il, j'ai accepté vraiment avec beaucoup de plaisir ce débat. D'abord, on a beaucoup dans nos rangs à la CPME des adhérents qui sont avocats. Et puis, les chefs d'entreprise que je représente ont besoin et de plus en plus de conseils, et souvent, l'avocat est le mieux placé pour l'accompagner dans ce conseil. On voit d'ailleurs très bien que la relation petit à petit, et c'est pas mal finalement, migre du côté curatif au côté préventif. C'est-à-dire que le réflexe de venir voir son avocat avant de faire une bêtise s'incrémente de plus en plus dans nos entreprises, surtout dans les PME, les entreprises de taille intermédiaire, et c'est plutôt un bon signe. Alors, pour répondre à la question de la compétitivité,
y a plusieurs entrées par rapport à cette question. D'abord, moi, ce que je constate, et là, c'est l'entrepreneur qui va vous parler, j'ai PME plus 28, c'est mon plus beau diplôme, eh bien, c'est que depuis 28 ans, mon environnement s'est énormément complexifié. Alors d'abord, mon environnement professionnel. Mais je pense qu'on peut très bien faire l'analogie avec vous, profession d'avocat. C'est-à-dire que les choses se spécialisent de plus en plus, sont de plus en plus complexes. Et lorsque ça touche notre cœur de métier, après tout, on l'accepte parce que parfois, ça nous permet d'élargir nos horizons commerciaux, que ce soit géographiquement, que ce soit au niveau de nouveaux clients. On passe parfois des paliers technologiques dans l'entreprise grâce finalement à la formation, à ces nouvelles complexités. Mais lorsque ça touche votre environnement qui n'a rien à voir avec votre métier d'entrepreneur, votre métier de la technique de votre entreprise, eh bien là, oui, ça obère la compétitivité de votre entreprise et petit à petit, vous changez de métier en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que vous vous transformez en responsable administratif et financier. Vous devez parfois avoir des compétences juridiques, bien évidemment, qui vous dépassent, et c'est pour ça qu'on a besoin de gens qualifiés pour nous accompagner sur ces champs-là. Vous devenez directeur des ressources humaines parce que tout devient foisonnant dans tous les milieux. Lorsqu'on voit, par exemple, au niveau du droit social, comment aujourd'hui c'est foisonnant dans la charge administrative liée au droit social, eh bien, on transforme finalement le dialogue social serein en dialogue social contraint. Et du coup, ça nécessite beaucoup d'énergie à l'intérieur de l'entreprise pour cocher le bon document au bon moment avec la bonne case, pour éviter, en cas de visite de la patrouille, eh bien, de se faire parfois accrocher. Donc, tout cela mis bout à bout fait que eh bien, vous avez la compétitivité des entreprises qui se trouve un petit peu corsetée parce que eh bien, vous devez consacrer beaucoup de temps aux fonctions support de l'entreprise et de moins en moins de temps vers vos clients. Alors, comment changer tout ça ça, c'est. Puis je vais aborder après le côté fiscal. C'est compliqué de changer tout ça, vous le savez bien, parce que le législateur, et même nous, partenaires sociaux parfois, nous sommes producteurs de nouvelles normes, de nouvelles réglementations, et puis on n'arrive pas à en sortir. C'est-à-dire que dans notre pays, on adore les mesures avec en même temps le côté coercitif de la mesure. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le bâton derrière la nuque, on se dit que ça ne va pas fonctionner. Et donc, on le voit très bien, par exemple, lorsqu'il s'est agi de la réforme sur la formation professionnelle en 2014, où si jamais vous ne faites pas vos entretiens individuels tous les 2 ans, potentiellement, en cas de vos entretiens professionnels tous les 2 ans, en cas de visite de la patrouille, eh bien, vous pouvez être durement sanctionné avec une amende par salarié qui peut être très importante. Si vous regardez le côté RGPD, nous sommes l'un des pays en Europe où la sanction peut être catastrophique. Elle peut aller, je crois, jusqu'à 5% du chiffre d'affaires de l'entreprise si vous n'êtes pas au niveau de la RGPD. Dans le champ environnemental, eh bien, c'est un petit peu la même chose. Quand on ajoute à cela la pénalisation si galopante, eh bien, ça fait qu'un chef d'entreprise, lorsqu'il commence à se rendre compte de tout ce qu'il est entouré, avance un petit peu avec la peur plutôt qu'avec, on va dire, l'espérance. Et ça, c'est très embêtant. Alors, comment changer tout cela ? D'abord, vous avez un phénomène culturel, c'est-à-dire qu'on a plutôt une administration qui est formée pour contrôler et puis voire sanctionner, mais très peu finalement pour accompagner. On voit bien d'ailleurs aujourd'hui que vis-à-vis de Bercy, là, ils sont très à l'aise, ils sont très efficaces, il faut le reconnaître, pour collecter. Ils le sont beaucoup moins pour distribuer. On peut le comprendre, mais c'est un constat. C'est-à-dire que la culture de l'accompagnement, franchement, n'est pas implémentée dans notre pays entre, d'un côté, la sphère publique qui est au contact des acteurs du secteur marchand, que sont les entrepreneurs, quelle que soit d'ailleurs la taille de l'entreprise. Donc, pour changer culturellement cela, il faudra du temps. Je me suis tout le temps posé la question où étaient formés tous ces fonctionnaires qui ont en charge le suivi du secteur marchand. Moi, j'aimerais bien faire des interventions dans ces écoles qui forment ces fonctionnaires pour leur expliquer aussi l'autre côté, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être les uns contre les autres. Parfois, on a besoin d'être accompagné. Lorsque, par exemple, vous devez vendre ou transmettre une entreprise, eh bien là encore, obtenir un rescrit
fiscale pour valoriser l'entreprise, c'est quasiment impossible, si bien que vous êtes finalement à la merci de celui qui ne fera pas la même interprétation que la vôtre. Il n'y a pas une intention de frauder, mais on aimerait, entre guillemets, être juridiquement sécurisé. Toutes ces choses-là, eh bien, effectivement, viennent grignoter la compétitivité des entreprises. Et quand elles sont petites, elles n'ont pas en interne les services qui leur permettent tout simplement sereinement d'avancer. Hein. Alors ça coûterait pas 1 euro à l'État, hein, si on réformait ces choses-là, il faut le savoir, ça ne coûterait pas 1 euro. En revanche, c'est très compliqué parce que ça touche à la culture. Hein. L'autre chose tient aussi à la fiscalité. Hein. Effectivement, il faut se comparer pour savoir d'où on part. Effectivement, les prélèvements fiscaux sur les acteurs économiques, sur les entreprises en France, eh bien, on est vraiment les champions d'Europe du prélèvement fiscal et c'est dû principalement aux impôts de production. Hein. C'est-à-dire que vous commencez à payer sans savoir si vous allez gagner ou pas de l'argent. En fait, l'impôt sur les sociétés, qu'on a souvent dans le viseur et qu'on demande à ce qu'il soit abaissé, est finalement un impôt plutôt acceptable sur le fond. Pourquoi? Parce que vous payez un impôt sur de l'argent que vous avez gagné. Hein. Donc, à partir du moment où l'assiette de cet impôt est stabilisée, est claire, eh bien, c'est plutôt un impôt que je qualifierais de juste. Et il n'y a pas de démocratie moderne sans que lorsqu'il y a développement économique, il n'y ait pas, entre guillemets, un volant solidarité, donc redistribution via l'impôt. Nous sommes d'accord là-dessus à la CPME. En revanche, lorsque vous voyez que vos impôts de production eh bien, sont en France de l'ordre de 10 points supérieurs à ce qu'ils sont en moyenne dans l'Europe, eh bien, on s'aperçoit que ce qu'a annoncé Bruno Le Maire, qui est une bonne chose, de baisser les impôts de production de 10 milliards d'euros par an, il donne l'enveloppe de 20 milliards, mais il calcule 2 fois 10 milliards jusqu'à la fin du quinquennat, hein. Eh bien, si on voulait se retrouver dans la moyenne européenne et garder notre attractivité, notre compétitivité par rapport aux autres pays qui nous entourent, ce n'est pas 10 milliards d'euros qu'il faudrait baisser, mais c'est 30 milliards de plus, c'est-à-dire 40 milliards d'euros d'impôts de production qu'il faudrait baisser pour que les entreprises françaises soient dans la moyenne européenne. Autant vous dire qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Voilà. Alors, pour terminer mon propos, qui est un petit peu long, hein, pour arriver effectivement à baisser, à augmenter la compétitivité des entreprises, vous avez d'un côté le volet réglementaire que je lie à la culture de notre pays, hein, qui n'est pas une culture d'accompagnement, et puis vous avez le volet fiscal. Il faudra bien évidemment réformer la sphère publique. Il n'y aura pas d'autre solution. C'est-à-dire que pour équilibrer, pour faire en sorte de continuer à faire des efforts sur les prélèvements fiscaux, surtout lorsqu'on a constitué de la dette, de la supradette, hein, avec la période Covid, eh bien, il n'y aura pas d'autre solution que de réformer la sphère publique. Et puis l'autre volet, eh bien, c'est les recettes. Et là encore, beaucoup d'économistes, ils ne sont pas tous d'accord, mais quand même, il y a un corpus qui ressort, qui dit qu'à partir du moment où on arrive à développer la croissance, à croître, hein, et ce n'est pas les 1,5 entre 1 et 2% qui permettent de résoudre cette équation, mais lorsque franchement on arrive à développer la croissance, eh bien la fiscalité en volume augmente naturellement. Et ce qu'on a constaté, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que quand on commence à augmenter la fiscalité, eh bien du coup c'est la croissance qui se met en panne. Donc, eh bien, il faut donner de l'activité aux entreprises et développer tous les leviers qui permettront de générer de l'activité. Ça, c'est très important. Et puis l'autre volet, eh bien, il faut effectivement que le champ politique, l'exécutif, fasse ce que moi, je ne peux pas faire en tant qu'entrepreneur, réformer la sphère publique. Merci, Monsieur le Président. Je vais poser une question qui sera peut-être plus destinée à Marion Couffignat, qui est notre présidente au CNB de la Commission droit et entreprise. Et la question était, si je la retrouve, quels sont les moyens utilisés pour protéger les données des entreprises? Et M. Asselin pourra répondre parce que c'est une question qui touche, bien entendu, les entreprises au premier chef. Et on l'a vu notamment avec les nouvelles attaques et les rançons sur Internet. Donc Marion, si tu peux nous répondre, les moyens utilisés pour protéger?
Alors, les moyens utilisés pour protéger, je ne suis pas la meilleure personne pour vous les décrire parce que si on se situe en amont sur vraiment la protection des données de l'entreprise, les mesures les plus efficaces et les plus performantes, elles vont être essentiellement techniques. On l'a vu cette semaine avec des rançons qui ont été demandées à la suite de la confiscation de données de plusieurs hôpitaux. On voit à quel point ça peut être catastrophique et paralyser une activité. Bon, là, ça a vraiment heurté l'opinion parce qu'on est dans le domaine de la santé, mais ce type d'attaque informatique se produit assez régulièrement et vise des entreprises, je crois, de toute taille. Donc, la première chose à faire, je dirais, en la matière, c'est pour le coup de s'équiper d'un point de vue technique avec des outils performants de sécurité informatique. Parce que le droit en la matière va permettre de sécuriser les données, c'est-à-dire de protéger tout ce qui peut être intérêt de l'entreprise. Mais si vous voulez, il va s'exercer par un mécanisme essentiellement de sanctions a posteriori dans le cadre d'infractions type des vols de données, etc. Donc, on va avoir des mécanismes de sanctions qui, évidemment, par leur existence même, ont vocation à être dissuasive, et ensuite des mécanismes de réparation par le droit. Mais si la question vise vraiment l'efficacité d'une protection pour éviter d'être victime de ce type d'infraction comme des vols de données, bien évidemment, les mesures à mettre en place, elles sont avant tout techniques en interne au sein des entreprises. Est-ce que, Monsieur Asselin, vous avez quelque chose à nous dire sur cette question qui est importante pour les chefs d'entreprise, hein, puisque je crois qu'on a un pourcentage énorme je crois qu'à peu près 10% des rançons sont payées, hein, d'après ce que j'ai lu. Je ne sais pas si vous avez des données. Écoutez, moi il y a 6 ans, pour mon entreprise, j'étais victime d'une rançon. Hein, voilà. À un moment, tous les serveurs de l'entreprise ont été bloqués. Et lorsque vous allumiez un écran d'ordinateur, eh bien, on vous demandait de payer en Bitcoin, hein, pour qu'on vous délivre la clé qui vous permettrait de libérer tous vos fichiers qui étaient verrouillés. Hein. Il y a 6 ans, hein, donc ce n'était pas aujourd'hui. Hein. À l'époque, j'étais allé avec mon ordinateur portable au commissariat. Alors, mon siège social est à Thouars dans les Deux-Sèvres, hein, je me rappellerai toujours. J'étais allé avec mon ordinateur portable au commissariat en montrant ce qui se passait. Et là, je me souviens, la jeune policière, chef, venez voir. C'était un petit peu ça. Donc, on commençait un petit peu à être au balbutiement. Toujours est-il qu'on a fait une enquête à la CPME. Ça, c'était il y a 4 ans. Et on avait fait un guide des bonnes pratiques concernant effectivement la protection des données des entreprises. Et là, on avait été stupéfait de voir, je ne sais plus, le guide a été téléchargé à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires. Donc, on s'est aperçu finalement que cette chose-là touchait beaucoup d'entreprises, quelle que soit leur taille. Hein. Donc, ce n'est pas un sujet nouveau. En revanche, malheureusement, comme souvent dans beaucoup de cas, l'entrepreneur ne réagit que le jour où il est confronté au problème. Hein. Et ça, c'est vraiment très, très embêtant. Parce que moi, ce qui m'a sauvé à l'époque, c'est que j'avais une société d'informatique qui faisait de l'infogérance. Donc, moi, toutes les sauvegardes de l'entreprise étaient dûment vérifiées, etc., d'une façon hebdomadaire, toutes les semaines. J'ai perdu, en fait, 3 jours de boulot. Hein. C'est toujours embêtant, mais ça vous permet quand même de redémarrer. Hein. Si je n'avais pas eu ça, mais j'aurais pu mettre la clé sous la porte, comme c'est arrivé à certaines entreprises. Et puis, vous avez une autre fraude qui se développe aussi, et on a essayé aussi dans mon entreprise de m'accrocher avec ça, c'est la fraude au président. Hein. Donc, il faut vraiment se prémunir. Donc, vous avez effectivement des moyens physiques à organiser dans votre entreprise, hein, à savoir, la première chose, c'est avoir un système de sauvegarde efficace et qui est constamment vérifié. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Si tous les entrepreneurs étaient, entre guillemets, sensibles à ça, je pense que déjà, on éviterait beaucoup de déboires. Et puis, la chose très importante après, c'est de dérouler une procédure relativement simple au sein de votre entreprise, tout simplement pour faire en sorte qu'on ne fasse pas le premier virement à celui qui commence à imiter votre signature ou la manière dont vous écrivez, quoi. Merci. On va rappeler que les avocats, ce sont également des entreprises et que c'est de très gros cabinets, enfin au moins un très gros cabinet à Paris a été victime de cette demande de rançon et ça a paralysé le cabinet pendant, je crois, 2 jours. Et c'est énorme en termes de chiffre d'affaires, énorme.
J'ai une autre question pour vous, Monsieur Asselin. Est-ce que les aides d'État sont une solution pour l'avenir? Bien sûr que non. On nage dans les milliards. Ouais, on nage dans les milliards. Alors d'abord, il faut savoir l'immense majorité de ces aides d'État, c'est d'abord de la dette qu'on pousse, à travers, entre autres, le prêt garanti par l'État ou à travers le décalage des différents remboursements, que ce soit aussi des charges fiscales ou sociales. Donc, c'est de la dette qu'on pousse devant nous. Deuxièmement, vous savez, et je l'affirme souvent, nous ne sommes pas des chasseurs de primes, nous sommes des chasseurs d'activités. Vous savez, il y a trois choses qui font qu'un chef d'entreprise, peut-être qu'un avocat, c'est pareil, parce qu'aussi les entrepreneurs font qu'on dort comme un bébé. C'est quand il y a une bonne ambiance dans la boîte. Voilà. Deuxièmement, quand vous avez un carnet de commandes bien rempli. Et puis, troisièmement, quand la trésorerie est positive. Quand vous avez ces trois conditions remplies, globalement, on passe de bonnes nuits. Malheureusement, dans la vie d'un entrepreneur, de tout entrepreneur, c'est rare que ces trois conditions soient constamment remplies. Donc, ce à quoi, effectivement, il faut vraiment s'attacher, c'est le niveau d'activité. Et lorsque il y a eu le premier confinement, moi, j'avais tout de suite dit à l'époque au président de la République, et je dis, écoute, ce qu'il faudra… Franchement, le premier des leviers qu'il faut actionner, c'est de sentir que demain, il peut y avoir du boulot. L'économie s'arrête, mais que demain, on sente que ça peut repartir et durablement. Donc, nous, on milite beaucoup pour des dispositifs, et là, effectivement, le plan de relance en fait partie, pour des dispositifs, pour des actions qui génèrent de l'activité. Parce que derrière l'activité, vous le savez bien, il y a de l'emploi. Donc, ça fait aussi, entre guillemets, espérer les salariés qui sont en manque de travail aujourd'hui. Concernant les aides, eh bien, il va se passer effectivement un moment très délicat, c'est comment va-t-on absorber cet endettement massif des entreprises? Parce que les aides ne sont pas une fin en soi, et comme c'est beaucoup des aides liées à de l'endettement, eh bien, il faudra un moment ou un autre pouvoir rembourser ce qu'on nous a prêté. Alors déjà, pour répondre aussi au fait qu'effectivement, il y a peu de défaillances d'entreprises en 2020, tout simplement, elles ne sont pas signées par leurs créanciers. Donc, à partir du moment où les URSSAF n'assignent pas, ou la DGFiP n'assigne pas, bien évidemment, vous n'êtes pas en incident de paiement. Mais là, beaucoup d'entrepreneurs vivent dans une grande angoisse. Alors, on les estime à peu près à une fourchette entre 70 et 100 000 entreprises qui risquent d'avoir vraiment de grandes difficultés à rembourser leurs dettes, et principalement leurs prêts garantis par l'État. Il y en a 220 000 qui auraient commencé à le grignoter. Dans ces 220 000, 100 000 commencent à douter de leur capacité de le rembourser. Donc, effectivement, il faudra… alors, vous avez effectivement la possibilité d'étaler le prêt garanti par l'État, d'étaler sur 3 ans vos dettes sociales et fiscales, mais malheureusement, pour certaines entreprises, ça ne suffirait pas parce qu'il y a des loyers qui n'ont pas été payés, il y a des remboursements d'emprunts qui n'ont pas été effectués, et on s'aperçoit que tout cela ne passera pas, quand bien même l'activité pourrait revenir. Donc, nous militons à la CPME pour qu'il y ait un dispositif. Pour les entreprises, il ne s'agit pas d'arroser sur le sable, mais pour les entreprises qui étaient viables avant la période de pandémie, eh bien qu'elles puissent rebondir en étalant les dettes, s'il le faut, sur une longue période. On demande jusqu'à 10 ans. Alors, Bercy nous a répondu que ce n'était pas possible parce qu'il y avait le verrou de Bruxelles. Eh bien, j'ai eu une rencontre avec Thierry Breton il y a 15 jours et c'est possible parce que l'Allemagne a levé cette option. C'est-à-dire qu'en Allemagne, on peut potentiellement rembourser jusqu'à 8 ans ces dettes. Ce que nous demandons, c'est d'appliquer effectivement le même régime qu'ont pu appliquer les Allemands. Mais ce n'est pas encore gagné. Je vous remercie. J'ai encore une question pour vous, Monsieur Asselin, mais question à laquelle Marion Couffignal pourra bien entendu intervenir ensuite, ou pas en même temps, mais on aura besoin d'avoir son avis. Quelle est d'abord la position de la CPME sur la question de l'avocat salarié en entreprise? Vous savez que c'est une question qui agite beaucoup la profession et on aimerait avoir l'avis d'un chef d'entreprise puisque vous êtes aux manettes et cet avocat salarié vous est destiné. Bon, alors vous savez… manager des salariés, c'est pas évident, c'est du grand art. Manager des salariés qui auraient le statut d'avocat, alors là, très honnêtement, je ne sais pas comment je saurais faire en ce qui me concerne. Et vous comprenez de quoi je parle. Oui. Je pense que l'avocat a quand même cet esprit, quelque part, d'indépendant. À partir du moment où vous choisissez d'être
salarié, franchement, il faut choisir. Vous acceptez le lien de subordination, avec la protection d'ailleurs juste que vous devez avoir en retour de la part de votre employeur. Mais garder un statut hybride qui ferait que vous avez le statut de salarié, mais en même temps, vous avez votre robe d'avocat qui fait qu'à un moment, à votre employeur, vous pouvez lui dire, écoutez, là, c'est l'avocat qui vous parle et c'est plus le salarié. Franchement, je ne suis pas du tout à l'aise avec cela. Et je ne pense pas d'ailleurs que ce soit un service qu'on puisse rendre très honnêtement à votre profession. Je préfère avoir accès, suivant mon besoin, à un avocat qui va être plutôt spécialisé en fiscalité, plutôt spécialisé en droit du travail, avec lequel je pourrais en toute confiance dire tout ce que j'ai à lui dire, hein, parce que bien souvent l'avocat rentre dans l'intimité de son client, hein, quel qu'il soit, chef d'entreprise ou parfois même salarié, et ça, je pense, ce lien, il faut le garder. Si on a effectivement un salarié qui a le statut d'avocat au sein de l'entreprise, ben voilà, je ne sais pas trop comment, où se baserait la frontière, d'une part, et c'est plutôt, en ce qui me concerne, plutôt un sujet vraiment de très grandes entreprises. Voilà. Merci, M. Asselin. Est-ce que Marion, tu veux nous ajouter quelque chose sur la question? Je n'ai pas parlé du legal privilege, puisqu'on me pose la question sur le… Est-ce qu'il faut protéger les avis, les avis qui sont donnés par les juristes d'entreprise? C'est ce qu'on appelle le legal privilege. Marion, si elle est en ligne, non? Oui, bien sûr, je suis là. Oui. Alors, la question du débat aujourd'hui, c'est effectivement de savoir comment accompagner la compétitivité des entreprises, et je pense que le sujet est bien plus vaste effectivement que cette question. S'agissant du legal privilege, le Conseil national des barreaux s'est déjà prononcé en 2015 avec un rapport qui a été extrêmement complet sur ce sujet et une motion qui a été votée et qui tendait à refuser effectivement l'octroi d'un privilège de confidentialité, essentiellement dans la mesure où l'outil en plus n'est pas perçu comme performant en fait pour accompagner les entreprises dans leurs besoins de compétitivité. Et je crois que la question qui nous préoccupe aujourd'hui, effectivement, c'est d'envisager toutes les manières dont aujourd'hui, alors qu'on se relève, ou en tout cas qu'on doit préparer, c'est ce que disait Monsieur le Président Asselin, la relance, et vraiment être en permanence préoccupé par ce souci de maintenir les actifs de nos entreprises, de leur permettre de préserver leur capacité d'investissement, parce qu'une capacité d'investissement, c'est une capacité d'innovation, et c'est ce qui va permettre de rebondir une fois que la crise sanitaire sera dépassée. Et donc, c'est un sujet effectivement qui est bien plus vaste, parce que l'on se situe au plan national ou au plan international, effectivement, c'est pas avec une question de legal privilege qu'on va résoudre les difficultés d'application de la loi de blocage, optimiser l'utilisation de la réglementation applicable en matière de secret des affaires. Donc, effectivement, je ne suis pas persuadée que ce soit la solution pour la compétitivité de nos entreprises. Merci Marion. Je vais encore vous interroger. Marion, quel est pour vous, j'ai une question, quel choix de structure et de contrat conseiller aux nouveaux avocats, notamment privatistes? Monsieur Asselin n'aurait pas pu répondre, mais Marion a une opinion sur cette question. Alors, je ne peux absolument pas répondre à cette question non plus, Farid, dans la mesure où ça dépend. Il y a absolument pas, c'est justement à ça que nous servons, nous autres avocats, puisque ce conseil, qu'on le délivre à des entreprises d'avocats ou qu'on le délivre à des entreprises qui font parfaitement autre chose, il doit être évidemment personnalisé, tenir compte des souhaits, des besoins de l'entrepreneur, y compris quand il est avocat, de ses perspectives de développement, de son business plan, etc. Donc, il n'y a pas de bonne réponse dans l'absolu. Notre métier, c'est de faire de la haute couture et pas. Donc, je ne peux absolument pas apporter une réponse générale. Voilà. Donc on dira. Mais il faut se faire accompagner justement pour déterminer exactement la meilleure solution applicable à soi-même. Nous dirons à ce confrère, aux futurs confrères, qu'il faut être assisté puisque c'est du sur-mesure. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? J'en ai plus beaucoup parce que soit j'ai peut-être pas activé, animer ma page.
J'avais beaucoup de questions sur l'avocat en entreprise, beaucoup de questions sur les aides, mais M. Asselin nous a bien répondu là-dessus, sur la compétitivité des entreprises. Alors là, j'ai une question de droit international pour M. Asselin. Comment rendre, ou également Marion, comment rendre son cabinet plus compétitif dans un contexte où notre loi organique ne permet pas de publicité, comme c'est le cas du Cameroun et de la pandémie de Corona? Alors, je pense que les avocats peuvent faire, mais Marion va répondre peut-être sur la publicité des avocats et comment rendre un cabinet compétitif. C'est une entreprise. Alors oui, les cabinets sont des entreprises d'avocats comme les autres. Beaucoup sont membres de la CPME. Et alors, je ne maîtrise pas toutes les réglementations nationales, malheureusement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en France, il est possible désormais de faire de la publicité. J'ai entendu pas plus tard que la semaine dernière sur Radio Classique, je crois, un spot d'un cabinet de confrères. Communiquer sur son activité, c'est évidemment essentiel. Si on est soumis à une réglementation qui ne permet pas la publicité, il y a quand même d'autres moyens que la publicité en tant que telle de communiquer sur son savoir-faire, sur les valeurs de son cabinet. Je crois que c'est très, très important de construire une identité de marque forte de cabinet et de s'appuyer, ça vaut de manière générale pour toutes les entreprises, sur un système de valeurs parce que on l'a vu et la crise sanitaire l'a mis en avant. On est dans une société qui évolue avec des attentes des consommateurs qui sont de plus en plus fortes et afficher et communiquer sur son système de valeurs, c'est quelque chose qui est aussi, sans le dire, un outil promotionnel. C'est important parce que je sais que Monsieur le Président Asselin a envie de parler notamment des contraintes environnementales qui peuvent être à la fois un frein au développement et à la compétitivité des entreprises, mais qui aussi peuvent, via la RSE, des entreprises quelles qu'elles soient, y compris des entreprises d'avocats, être un moyen aussi de capter un public, une clientèle, et à ce niveau-là, de développer sa communication institutionnelle de manière pertinente. Merci. Oui, je veux bien rebondir sur ce que vient de dire Marion, là, concernant, effectivement, on a une actualité, et d'ailleurs demain après-midi, j'ai une audition avec la commission spéciale concernant la loi climat, un projet de loi climat, qui est un énorme projet de loi qui va toucher tous les secteurs et la vie de beaucoup de Français et bien évidemment des acteurs économiques que je représente, des entreprises. Voilà le genre de loi où il y a plein d'opportunités. Pour toutes les valeurs qu'on peut porter, etc. Et bien évidemment, à la CPME, comme partout ailleurs, on veut produire demain mieux qu'aujourd'hui, décarboner notre économie, c'est un objectif qu'il faut poursuivre, sachant que pour nous, l'écologie, elle est intégrale, c'est-à-dire qu'elle touche aussi bien notre environnement que la manière, entre guillemets, que les rapports humains, que les rapports dans une entreprise qu'on peut avoir avec ses fournisseurs, avec ses clients, les contrats commerciaux, l'égalité contractuelle. Donc tout ça, nous, je dirais que ça fait partie de toute une rubrique qu'on qualifie bien sûr autour de la RSE, dont l'environnement est une partie de la RSE. Mais ce n'est pas que la RSE, l'environnement. Et là, ce qu'on constate, c'est un petit peu le même constat que je faisais lorsque j'ai fait mon propos introductif par rapport à ce projet de loi climat, c'est-à-dire qu'on a un volet qui s'ouvre sur l'écocide, par exemple. Alors, on a beau vous dire, oh, écoutez, Président, vous savez, c'est simplement pour vraiment s'attaquer frontalement à ceux qui d'une façon intentionnelle, détruisent ou abîment la nature, mais ça ne pourra justement qu'encourager les vertus, etc. Je dis, bon, très bien. La seule difficulté, c'est que d'abord, l'intentionnalité, je ne suis pas du tout juriste, mais l'intentionnalité, elle n'est pas toujours si évidente que ça, soit à prouver, soit justement à faire en sorte qu'il n'y ait pas eu d'intentionnalité, et que c'est encore un instrument juridique supplémentaire qui expose parfois inutilement les acteurs économiques que nous représentons. Or, on veut poursuivre le même objectif. Et donc, moi, ce que je crains dans tout ça, c'est que là encore, demain, lorsqu'on veut entreprendre, donc c'est une des valeurs à laquelle nous sommes très attachés, la liberté d'entreprise, eh bien, on se retrouve une fois de plus encore corseté par un environnement juridique qui peut nous surexposer
par rapport tout simplement au fait qu'on doit pouvoir avancer, hein, et où se situe la frontière, hein. Et donc cela, on est vraiment très inquiet par rapport à toutes ces mesures parce qu'on voit qu'à côté de cela, à travers l'écocide, on voit que les sanctions augmentent, hein, en puissance, hein, et donc, tout en voulant préserver l'environnement, je ne suis pas sûr que moi, entrepreneur, je sois parfaitement, entre guillemets, fiable en matière environnementale. Je ne suis pas à l'abri que dans mon entreprise, quelqu'un balance dans le caniveau tous les après-midi à la fin de la débauche un pot de peinture que je n'aurais pas vu, etc., et qui m'expose, moi, directement, à titre pénal, par rapport à un acte commis. Est-ce que demain, je ne vais pas être obligé de mettre en place des procédures de mon entreprise avec des délégations de pouvoir, comme on le fait en matière sociale, pour dire, écoutez, voilà. Donc, tout cela me dérange beaucoup, hein, et là encore, j'ai peur que par rapport à un objectif qu'on a commun, hein, en commun, de demain, évidemment, décarboner notre économie, produire plus propre qu'aujourd'hui, nous, acteurs économiques, on ne se retrouve pas surexposés, hein. Merci. J'ai une question qui a disparu de mon écran, mais c'est la première fois, hein, je m'en excuserai. Sur le télétravail, comment les petites et moyennes entreprises, Monsieur Astin, ont réagi au télétravail? L'organisation, la réglementation, et on a aussi le même problème pour les avocats, puisqu'on pose la question pour les élèves avocats, donc Marion répondra après. Oui, alors, moi j'ai vécu un moment assez drôle. Au niveau parce que la CPME est partenaire social, donc dès le départ, il y a eu beaucoup de réunions avec les partenaires sociaux, donc mes homologues, hein, tous ceux que vous connaissez bien, hein. Et donc, au départ, j'aime bien vous dire, au moment du premier confinement, c'était de la part des organisations syndicales, vous, employeurs, patronat, il faut que vous imposiez le télétravail, il faut que vous organisiez pour mettre en place le télétravail, etc. J'aime mieux vous dire que depuis le mois d'octobre-novembre, les mêmes discussions, les mêmes conférences qu'on a avec nos organisations syndicales ne sont plus tout à fait les mêmes, hein. C'est écoutez, faites en sorte de pouvoir organiser quelques jours de retour au travail, etc., etc. Et puis au milieu de tout ça, vous avez le ministère du Travail, appuyé par la santé, qui dit écoutez, il faut maximiser le travail en télétravail pour les raisons que, bien évidemment, qu'on connaît tous, hein. Donc, on voit très bien que dans cette affaire, là où beaucoup rêvaient au télétravail, au bout d'un an, presque maintenant, chacun commence à se dire on a touché les limites du télétravail. Aussi bien le collaborateur qui est chez lui en télétravail que même le manager qui, au bout d'un moment, se dit « j'arrive plus à ramener, entre guillemets, mes moutons à l'étable, quoi, hein. » Ça devient à la bergerie, hein, ça devient compliqué, hein. Alors, dans les petites entreprises, d'abord, beaucoup de petites entreprises pratiquent des métiers très peu télétravaillables, hein, tout le champ artisanal, etc. Donc, vont être concernés les fonctions support dans les entreprises, hein, les fonctions administratives, et puis les services, les entreprises qui travaillent dans le secteur des services, dont d'ailleurs les avocats, hein. Alors là, au départ, ça s'est organisé un petit peu à la va-vite, hein, je ne dirais pas n'importe comment, mais un petit peu à la va-vite, hein. Il y avait des problèmes dans beaucoup de petites entreprises pour ouvrir des sessions à distance, pour accéder aux services de l'entreprise, tout ça, ça ne fonctionnait pas, hein. Alors nous, ce qu'on a constaté maintenant, depuis ce temps-là, c'est qu'il y a eu un investissement numérique considérable, une transition numérique considérable dans les petites entreprises, y compris dans les TPE, dans les très petites entreprises, entre autres liées effectivement au facteur télétravail, où d'un seul coup, on s'est aperçu que si on n'était pas équipé d'ordinateur portable, ne serait-ce que ça, ou si on n'avait pas une session informatique ou un VPN, on ne pouvait pas télétravailler. Donc là, on a très bien vu cette migration. Et puis, aujourd'hui, globalement, ça se passe plutôt pas trop mal. Ça se passe plutôt pas trop mal, hein. Là où ça se passe un peu moins bien, c'est dans les structures plutôt importantes, où vous avez une hiérarchie un petit peu pléthorique, où à chaque niveau, c'est compliqué d'organiser, on va dire, la vie de groupe, hein. Mais dans la petite entreprise, ça se passe pas trop mal. On voit quand même, vous savez, la journée, entre guillemets, autorisée par semaine, on voit qu'elle s'applique dans pratiquement toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'entreprises qui ont tout leur personnel complètement à 100% en télétravail. Donc, voilà, on a appris, entre guillemets, à mettre en place notre rythme de travail. Nous, ce que nous ne voulions pas,
et c'était l'objet de la négociation interprofessionnelle qu'on a sortie sur le télétravail, nous ne voulions pas alourdir les procédures. C'est-à-dire que nous voulons garder cet espace de liberté, ce que je qualifie de dialogue social serein, entre employeurs et salariés, pour que d'un commun accord, bien, on arrive à mettre en place une organisation qui permette le télétravail. Merci. Marion, est-ce que tu veux intervenir sur le télétravail dans les cabinets d'avocats? Rapidement, parce que je crois que le président Gavaudan a une question à poser. Je n'ai pas vu, excusez-moi. Alors, honneur au président ou... Non, mais la question a été posée, c'était la question du télétravail. Donc, le président Asselin y a répondu. Parfait. Bon, bah, parfait. Merci. Et les cabinets d'avocats, très rapidement, ont été confrontés, mais exactement aux mêmes problématiques que les autres entreprises. On a vu que les cabinets qui étaient déjà avancés d'un point de vue technologique n'ont eu effectivement aucune difficulté à basculer en 24 heures sur un télétravail intégral, parce que les collaborateurs et chacun étaient équipés des outils informatiques nécessaires, ordinateur portable, réseau sécurisé, etc. Donc, tout s'est fait de manière excessivement fluide. Ça a posé plus de difficultés pour des structures qui, effectivement, étaient moins avancées dans leur transition technologique, on va dire. Mais ça a aussi cet aspect que je trouve très, très positif, comme toutes les entreprises, c'est que ça a accéléré finalement un processus de transition sur lesquels certaines entreprises d'avocats pouvaient avoir pris un petit retard technologique, parfois tout simplement même par désintérêt. Et donc, après, ça a permis de développer ou d'apporter dans les cabinets des outils qui sont extrêmement utiles, je pense, à notre profession, parce que l'on revienne ou pas sur le télétravail, quoi qu'il en soit, ne serait-ce que dans la relation avec nos clients, d'avoir dématérialisé un certain nombre de nos échanges, c'est aussi un gain de temps pour nos clients. Je pense notamment aux entreprises qui sont parfois moins friands du déplacement chez l'avocat, etc. Donc, c'est une mutation qui est intéressante, avec des avantages et des inconvénients, et qu'il faudra effectivement analyser et adapter sur le long terme. Oui, si je peux me permettre, ce qui est intéressant effectivement de voir, c'est qu'on s'aperçoit, d'ailleurs on est en train de le vivre en direct là, qu'à travers la visio, à travers le télétravail, on peut quand même être très efficace. Moi qui travaille dans le bâtiment, quand je vois le temps perdu sur la route ou in situ, en réunion de chantier, où vous attendez parfois une demi-journée avant que votre tour passe, etc., pour une question qui aura pu se régler en quelques minutes autour d'une séance de télétravail ou de visio, on s'aperçoit qu'on a des gains de productivité qui peuvent être colossaux. Donc ça, c'est intéressant. En revanche, tout télétravail pose une vraie question par rapport à l'employeur et ses employés. C'est-à-dire que loin des yeux, loin du cœur, quelque part. Et donc, à quoi sert d'avoir un lien de subordination si vous devez la même protection, le même encadrement à quelqu'un que vous ne voyez jamais physiquement. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a un vrai danger pour le statut même de salarié. Parce qu'un employeur, au bout d'un moment, risque de se dire, mais après tout, pourquoi pas prendre, entre guillemets, un indépendant à qui je confie une prestation, elle me plaît pas, mais je ne m'occupe plus de savoir s'il est connecté ou déconnecté. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'au départ, quand il y a eu les premières conférences avec les partenaires sociaux, je les ai fait douter là-dessus, parce qu'ils voulaient absolument activer le droit à la déconnexion, etc., etc. Et je dis, vous savez, si vous voulez activer le droit à la déconnexion, vous ne pourrez pas empêcher l'employeur d'activer le droit à la connexion. Vous voyez, Donc, c'est pas que dans un sens, cette chose-là. Il faut bien, entre guillemets, et c'est pour ça que la période que nous vivons a ceci d'intéressant, qu'elle nous repose vraiment la vraie question du sens du travail. Voilà. Et quelque part, eh bien, certains de salariés aujourd'hui voient le lieu de travail moins comme un lieu de labeur, avec les côtés négatifs de ce que peut comprendre le labeur, mais plutôt comme un lieu où finalement il y a aussi un lieu de sociabilité. Et que pour faire équipe, c'est difficile quand on est chez soi devant son ordinateur d'essayer de faire équipe tout le temps. Merci, M. Asselin. J'ai encore une question pour vous. On me rappelle que le thème est la compétitivité. Oui. Que pensez-vous, que faut-il faire pour contrer les charges de fonctionnement, notamment salariales?
Et est-ce qu'il faut développer une mutualisation des ressources et une dématérialisation du commerce traditionnel? Là, on touche à l'avenir de l'économie. Voilà. Alors, vous avez plusieurs choses, hein. Effectivement, l'évolution numérique touche votre manière de produire dans l'entreprise, votre manière de vous adresser aux clients. Et puis, on voit très bien que le consommateur, aussi, s'est mis, quelle que soit sa tranche d'âge d'ailleurs, de plus en plus à commander via Internet. Hein. Donc, et puis, on voit très bien que le click and collect s'est développé et que certains commerces de proximité, finalement, qui ont mis le pied à l'étrier, s'en sortent pas si mal que ça, même si ça ne fait pas l'essentiel du chiffre d'affaires. Ça permet, entre guillemets, d'éviter de sombrer. Hein. Donc, et puis, vous accompagnez les habitudes de consommation de vos clients. Hein. Donc, tout ce qui va, entre guillemets, vous permettre de suivre les habitudes de vos clients et de les anticiper, vont améliorer votre compétitivité. Hein, parce que vous allez capter, entre guillemets, du marché, vous allez capter de la valeur ajoutée, là où d'autres, voilà, c'est les rapides qui mangent les lents, hein, dans ce domaine. Hein. Sur la partie compétitivité, écoutez, arrêtons l'inflation réglementaire. C'est pour ça que nous, ce que nous demandons, par exemple, et ça, je l'ai demandé à travers la loi climat. D'ailleurs, le Conseil d'État sur la loi climat, c'est intéressant, ce projet de loi. Hein. Il a dit que l'étude d'impact était mal fichue. Hein. Mais je vais vous dire, c'est le cas de 9 études d'impact sur 10. Hein. Et nous, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un test PME quand on produit un projet de loi. Qu'on se dise, mais qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans une PME, hein. Et qu'on puisse régler ou réguler les effets de cette loi si on s'aperçoit que ça vient, entre guillemets, obérer la capacité d'entreprise ou d'entreprendre de l'entreprise. Nous, ça nous semble essentiel de mettre en place un test PME. Je l'avais demandé, pour l'anecdote, avant la mise en place du prélèvement à la source, je l'avais demandé à l'époque à Christian Eckert, qui m'avait dit « c'est une excellente idée ». Il dit « on va le faire hein ». Et puis 8 jours plus tard, il annonce devant tous les médias que quoi qu'il arrive, ça se fera, test ou pas. Bon, voilà, on ne changera pas les mauvaises habitudes, malheureusement. Mais ce que nous réclamons effectivement, c'est concrètement qu'est-ce qui va se passer. Hein. Et ça, on aimerait l'avoir sur tous les projets de loi parce que c'est important. Hein. Donc, faire en sorte d'éviter l'inflation réglementaire, bureaucratique, ou en tout cas, lorsqu'elle existe, qu'elle soit acceptée, qu'elle soit anticipée par les acteurs économiques. Ensuite, bien évidemment, sur le champ social, vous avez les charges sociales. Alors, le gouvernement, il faut bien le dire, actuel, a fait quand même de gros progrès, surtout sur le niveau des premiers, enfin des bas salaires à partir du SMIC jusqu'à 1,6 SMIC. Le coût social, le coût du travail en France a quand même est revenu dans la moyenne européenne, même s'il y a encore un surcoût par rapport à l'Allemagne, on reste quand même aujourd'hui dans un coût qui devient de plus en plus dans la moyenne européenne. Pour autant, il y a tout ce qui est hors coût et qui coûte à l'entreprise. C'est ce que j'appelais la charge administrative. Vous savez, quand vous passez le seuil de 50 salariés, hein, vous avez 35 obligations nouvelles à mettre en place dans votre entreprise. C'est considérable. On n'en peut plus. Une PME de 50 salariés, si elle veut dépasser ce seuil, eh bien, j'aime mieux vous dire qu'elle doit avoir un modèle économique avec 2 chiffres de résultats en pourcentage si elle veut passer sans encombre ce seuil, parce que ça coûte un fric fou, parce que demain, le chef d'entreprise, il va falloir qu'il s'entoure de fonctions support qu'il n'a pas jusqu'à maintenant, hein, s'il ne veut pas complètement changer de métier. Donc là, il y a vraiment des questions de fond. J'ai proposé aux partenaires sociaux sur ce champ-là de travailler sur la charge administrative liée à tout ce qui touche le dialogue social. Prenez l'exemple de la BDES, hein, la Banque de données économiques et sociales à mettre en place. J'aime mieux vous dire que sur une PME, c'est une charge extrêmement lourde à mettre en place. Et bien souvent, vos représentants du personnel, ils n'en demandent pas tant, très honnêtement. Donc, il ne s'agit pas d'enlever les IRP, les instances de représentation du personnel dans les PME. On ne réclame pas ça, mais tout simplement de regarder concrètement comment on peut simplifier la charge administrative. Et là, j'aime mieux vous dire qu'on a des leviers de compétitivité et des marges de compétitivité dans notre pays, tout domaine confondu, qui sont considérables. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci, M. Astin. Comme vous allez partir dans quelques minutes, une dernière question. Quelles sont les propositions de la CPME en matière fiscale, en matière d'investissement, puisqu'on a des milliards qui traînent, qui ne vont pas dans les entreprises?
Est-ce que vous avez des pistes à proposer au gouvernement? Est-ce que vous y avez réfléchi? Oui, oui, bien sûr. On avait fait 109 propositions déjà au premier confinement et dans ces 109, il y avait déjà des idées de sortie de crise et comment mobiliser l'épargne des Français. Alors d'abord, le Français est plutôt très prudent dans ses investissements, hein. Il aime bien l'épargne pépère, voilà. Et imaginez demain que Madame Martin, Madame Michu va venir mettre de l'argent dans la PME de son secteur d'activité. Je n'y crois pas une seule seconde. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle ne comprendra pas que la PME, ça va, ça vient, et que si elle perd sa mise, eh bien, elle ne comprendra pas, elle ira engueuler le chef d'entreprise parce qu'il a mal géré sa boîte. Elle aura peut-être raison, remarquez au passage, hein. Donc, il faut, pour cela, utiliser déjà des leviers qui existent, hein. Alors déjà, sur la transmission, nous réclamons, hein, que jusqu'en 2024, toute transmission patrimoniale, eh bien, ça soit zéro fiscalité. Voilà. Zéro fiscalité, comme en Allemagne. Voilà. Donc, transmission patrimoniale, zéro fiscalité. Il ne s'agit pas, pour payer une transmission, d'appauvrir ou d'affaiblir l'entreprise parce que tout simplement, eh bien, le fisc passe par là, hein. Premier point. Deuxième point, et ça, c'est plutôt des mesures de moyen et long terme, tout résultat qui reste dans l'entreprise, donc qui reste dans les fonds propres, eh bien, il n'y ait pas d'impôt sur les sociétés, hein, et cela sur 5 ans. C'est ce que nous demandons à la CPME. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que la grande faiblesse des entreprises françaises, c'est le manque, bien sûr, de capitaux propres, hein, voilà. Et quand il y arrive des moments compliqués comme on le voit, eh bien, évidemment, en trésorerie, vous souffrez très rapidement si vous n'avez pas assez de fonds propres, hein. Donc, l'argent qui reste dans l'entreprise, qui n'est pas distribué aux actionnaires, entre autres, eh bien, zéro, là aussi, zéro impôt sur les sociétés. Et puis, vous avez le Madelin, hein. Il faudrait, nous demandons à ce qu'il soit, que le plafond soit augmenté, soit déplafonné plutôt, hein. Donc, vous n'avez pas 36 moyens pour mobiliser la fiscalité des Français. Vous avez simplement des leviers liés au crédit d'impôt ou à la fiscalité en général, qui permettent tout simplement d'orienter une épargne pépère vers quelque chose qui va être un petit peu plus dynamique. Et dans ce qui est dynamique, bien évidemment, il y a les PME. Alors, il y a un outil qui va se mettre en place par l'État qui s'appelle les prêts participatifs, hein, qui permettront d'abonder en fonds propres avec une garantie de l'État qui s'établirait aux alentours de 30%. Nous militons pour qu'il y ait un même produit. Alors, on est en train d'y réfléchir, on ne l'a pas complètement construit, finalisé, hein, mais qu'il y ait un même produit qui soit accessible pour tous les Français aussi, hein. Pourquoi pas pour que les Français puissent sortir de leur épargne pépère, investir dans les entreprises de plus petite taille, hein, de PME, hein, avec une contre-garantie assurée par l'État. Merci. Une dernière question avant que vous nous quittiez, Monsieur Asselin. La médiation. Vous savez que les avocats militent et développent au maximum ce nouveau mode de règlement de litige. Quelle est votre position en tant que CPME sur la médiation? Très preneur. Nous sommes très, très preneurs. Et d'ailleurs, vous avez certaines CPME territoriales en département qui organisent pour leurs adhérents des médiations avec l'appui de conseils des avocats, entre autres, hein. Donc, bien évidemment, vaut mieux, comme on dit, un mauvais accord qu'un bon procès, hein, ou un bon accord qu'un mauvais procès. Je ne sais pas dans quel sens on va le dire. Mais en tout cas, bien évidemment, la médiation, c'est un outil, à mon avis, très, très intéressant, surtout pour les petites entreprises. Et puis, vous êtes quand même les plus qualifiés pour les organiser, hein, faut le dire. Merci. Il est bientôt midi. Monsieur le Président Jérôme, je ne sais pas si c'est oui, simplement, on tiendra en 30 secondes, comme ça le Président Asselin sera libre à midi pile. D'abord, vous remercier, cher Président, et vous tous qui avez participé. Merci aussi aux confrères et autres personnes qui ont écouté nos débats très intéressants. Je suis très heureux parce que la boucle est bouclée. Je parlais de constats de difficultés et de perspectives pour l'avenir. Et Monsieur le Président Asselin, c'est ce que vous avez décrit. Vous avez décrit une compétitivité corsetée, vous avez décrit un dialogue social contraint alors que vous préfériez un dialogue social serein. Vous avez décrit des nouvelles façons de travailler avec le télétravail, mais aussi les inconvénients que ça peut avoir. Et puis, vous avez aussi décliné ou effleuré ou rappelé les propositions de la CPME pour que des entreprises puissent vivre, se développer et de manière optimiste faire leur métier. Et donc, je trouve ça très intéressant. Et pour finir, ce débat, je trouve qu'il n'a pas été plombé par la crise.
C'est-à-dire qu'on voit que des solutions sont possibles et qu'elles dépassent effectivement la crise sanitaire et la crise économique qui en découle. Et puis, je trouvais très intéressant aussi vos observations, je dois le dire, sur la place du droit, l'inflation législative, la pénalisation, le rôle de l'avocat, conseil de l'entreprise, celui qui aide aussi à transiger, celui qui aide à concilier, et puis celui qui est en vis-à-vis de l'employeur et de la société et de l'entreprise qu'il défend avec son regard extérieur. Une belle, à la fois je trouve un discours moderne, serein, qui je pense effectivement correspond à l'état d'esprit de la profession d'avocat en 2021. Merci à vous tous. Merci Président, merci. Au plaisir. Merci M. Asselin pour votre participation. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Donc le prochain chat e-débat, donc ce sera le 8 mars. Merci.